Alors, il y a une question qu'on t'a posée. Je vais revenir sur certaines questions, même si tu as répondu. Peut-être les collègues n'ont pas lu les questions. Pour le myopathie du chêne chez l'enfant, quelle est votre attitude thérapeutique? D'accord? Hein? La dystrophie de Duchenne, donc, pour ceux qui ne la connaissent pas bien, donc c'est une maladie qui touche essentiellement les garçons. C'est une maladie liée à l'X qui est liée à l'absence de la dystrophine, qui est vraiment l'amortisseur dans la cellule musculaire. Donc l'amortisseur, c'est comme dans une voiture. Si vous n'avez pas d'amortisseur, la cellule musculaire elle finit par casser. Elle va libérer toutes ces CPK. Donc vous avez toujours des CPK très augmentés et un déficit au niveau d'abord des grosses masses musculaires. C'est des patients, des petits garçons qui vont se présenter avec des CPK augmentés. Alors forcément, des azatalates aussi augmentés, puisque les azatalates, elles sont aussi dans le muscle. Donc, ils n'ont pas de problème de foie, c'est juste le muscle. Ouais. Et qui en plus vont présenter une faiblesse. Donc, ils ne sont pas tellement hypotoniques, ils sont faibles, une faiblesse proximale, plutôt au membre inférieur, avec souvent une hyperlordose et des gros mollets. C'était souvent des patients qui se prenaient avec des gros mollets. Alors, si on veut ralentir ce processus de destruction, on va souvent commencer les stéroïdes. Et moi, je suis de ceux qui les commencent relativement tôt. Donc, je commence vers 3 ans, les stéroïdes, et j'utilise plutôt le déflazacort, qui est plus efficace et qui a moins d'effets secondaires que la prénisone. Je commence à des doses très petites, parce que les stéroïdes, en fait, si vous les prescrivez correctement dans le Duchenne, pratiquement tous mes patients sont sous stéroïdes et restent plus de 5 ans sous stéroïdes. Les gens qui n'y croient pas aux stéroïdes, ils vous disent au bout d'un an, 90% vont arrêter. Oui, parce que si vous les prescrivez n'importe comment, 90% vont arrêter. Donc, il faut bien expliquer aux gens qu'on court un marathon, on court pas un marathon, on court un sprint. Donc, on commence doucement. On commence avec une goutte, on regarde comment l'enfant réagit, puis on augmente 2 gouttes, et puis on augmente progressivement, chouïa, jusqu'à 0,75 mg par kilo de déflazacort. Et surtout, on suit les effets secondaires. On donne les conseils diététiques. On explique qu'effectivement, l'enfant peut devenir plus nerveux. S'il est trop nerveux, on peut diminuer les doses. On explique qu'il faut donner du calcium, de la vitamine D. Il faut suivre les os de près pour éviter les fractures, suivre les yeux pour la cataracte. Donc, en vrai, c'est essentiel le traitement par stéroïdes. Ça a complètement bouleversé et transformé c'est actuellement le seul traitement qui marche. Hein. Il faut quand même appeler un chat un chat. Donc, oui, c'est très important. Alors, malheureusement, en France, et le Maroc est très influencé quand même par la France en termes de communication médicale, on va dire. Il y a eu il a fallu beaucoup de temps avant que les Français soient convaincus de donner des stéroïdes. Et on en donnait en Allemagne, au Japon, aux États-Unis, dans tous les pays sauf en France. Et moi, je travaillais 10 ans en France et on était vraiment les tout premiers à Paris avec Thomas Voigt à donner des stéroïdes, mais on était un peu seul au monde. Et donc maintenant, on commence, ça va mieux, mais c'est vrai que les Français ont mis énormément de temps à traiter leurs patients avec des stéroïdes. Parfait. Alors, il y a des questions qui se sont répétées sur le dépistage néonatal. Je pense une question à toi, Nisrine, et à Laurent. Hein? Est-ce qu'on peut clarifier vraiment, est-ce qu'on peut faire du dépistage néonatal là? Hein? Pour les collègues, les pédiatres de cabinet, les pédiatres, voilà, ils veulent avoir un petit peu des orientations concernant ce sujet de dépistage. Alors, moi, je peux peut-être prendre la question. Je pense qu'on ne peut dépister que les maladies qu'on peut traiter. Hein, sinon, ce n'est pas éthique. Traiter, diagnostiquer, je ne sais pas moi, le RET, aujourd'hui, s'il n'y a pas de traitement. Alors, le RET, ça va changer. Il y a beaucoup d'essais, mais pour le moment, on ne peut rien faire. Donc, dépister le RET, ça n'a pas beaucoup de sens. Néanmoins, aujourd'hui, il y a, par exemple, en Belgique, on détecte 20 maladies à la naissance qui sont toutes traitables. Certaines de ces maladies sont traitables assez facilement, en fait. Hein. L'hypothyroïdie congénitale, c'est pas très compliqué et ça se traite n'importe où dans le monde. Par contre, quand on la laisse passer, c'est un peu embêtant. Et puis, donc, nous, on a un projet qui consiste à détecter toutes les maladies traitables, y compris les myasthénies congénitales. Et donc, on a fait la liste. On est arrivé à 120. 120 maladies traitables qu'on pourrait dépister à la naissance. Et donc, l'idée, on est sur un projet aussi d'essayer d'en faire bénéficier les autres pays où il n'y a pas le screening néonatal et donc de proposer aux patients ou aux pédiatres qui sont intéressés de les détecter à Liège.
Donc ça, c'est un projet auquel on est en train de réfléchir pour les personnes qui désirent bénéficier du screening puissent en bénéficier. Alors, c'est un test de Guthrie, en fait. Hein. Donc, tous nos tests de dépistage, on les fait sur du Guthrie, donc du papier buva. Très bien. Le généticien, la généticienne, est-ce qu'il a un point de vue sur ce dépistage néonatal? Ton avis, Nisrine? Bah, je pense on s'est coupé avec Nisrine peut-être, c'est ça? Tu m'entends, Laurent? Oui, mais j'entends bien, Mais Maintenant, pour l'amyotrophie spinale, vous entendez? Oui, on t'entend maintenant, Nisrine, on t'entend. Vas-y, Nisrine. On t'entend, il y a un problème de Wi-Fi chez toi. Vous m'entendez? Là, c'est bon. Pour les erreurs innées du métabolisme, je pense qu'il est temps d'instaurer le dépistage néonatal au Maroc. Peut-être il faut faire un tri au départ, voir les pathologies les plus fréquentes et commencer à les dépister en fonction des moyens financiers au Maroc. Ne serait-ce que l'hypothyroïdie. D'accord. Donc, par exemple, pour l'amyotrophie spinale infantile, on ne va pas parler de dépistage néonatal, surtout faire, par exemple, le diagnostic des hétérozygotes avant le mariage, donc en conceptionnel. C'est ça. Ce sera Très plus bien. dépistage, c'est diagnostic moléculaire des hétérozygotes. Oui. Donc, Alors, il n'y a pas de test chimique. Pardon? Donc, nous, on a ça en place en Belgique, le screening préconceptionnel. Alors, ça pose d'autres questions, évidemment. Hein. Donc, c'est d'autres questions éthiques, c'est d'autres… Oui. Ouais. Parfait. Je pense Mais que… par exemple, si on a d'autres cas dans la famille, entre cousins, ils vont mieux faire il y a des gens qui sont demandeurs, ils viennent avant le mariage, ils ont d'autres cas, ils sont demandeurs d'un diagnostic des hétérozygotes pour savoir est-ce qu'ils sont hétérozygotes ou pas. Très bien. Il y a une question. Je pense qu'en… Oui, vas-y, Nisrine, il y a un problème. Oui. Ça se coupe de ton côté, Nisrine. Alors, moi j'ai une question pratique. C'est que parfois les collègues se disent des questions sur les hypotonies transitoires parce qu'il y a des bébés qui ont des hypotonies discrètes et qui régressent après le 3e mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est une vraie entité. Hein. C'est ce qu'on appelle l'hypotonie congénitale bénigne et transitoire du nourrisson. C'est vraiment une vraie entité. Ouais. Après, c'est un peu un diagnostic d'exclusion, mais ça passe avant tout, comme d'habitude, par la clinique. C'est-à-dire que ce sont des bébés qui sont hypotoniques, mais qui n'ont pas de signe neurologique déficitaire. Ils ne sont pas déficitaires. Ils n'ont pas de latéralisation. Ils ont un bon contact. Ils sont autrement normaux. Ils sont juste mous, quoi. Donc, généralement, ils sont un peu gros. Comme ça, c'est des gros mous. Et ils mettent du temps. Hein. C'est des gros mous qui restent parfois bien mous. Même à 5-6 ans, ils sont encore un peu mous, quoi. Mais la caractéristique, c'est qu'ils évoluent positivement tout le temps. Ils n'ont pas de signe neurologique déficitaire. Ils n'ont pas de déficit intellectuel associé. Ils n'ont pas de macrocéphalie. Ils n'ont pas de microcéphalie. Ils n'ont pas de signe cutané. Donc, c'est un peu un diagnostic d'exclusion. Mais c'est fréquent. Hein. Alors, on pense que ça peut être lié à des mutations dans des protéines musculaires qui sont exprimées en période néonatale ou voire prénatale et ces protéines ne sont pas exprimées après, donc ça disparaît. Oui. C'est l'hypothèse la plus fréquente. Comme on ne les cherche pas sur le plan génétique, une fois qu'on est convaincu que ces patients ne sont pas malades et qu'ils vont continuer à s'améliorer, on les suit gentiment et les choses rentrent dans l'ordre, mais parfois avec du temps, quoi. Et puis, il y en a un certain nombre d'entre eux, ça reste quand même des gros mous pendant des années jusqu'à ce qu'ils se marient, quoi. Ouais. Alors, une question pour toi, Nisrine. Dans le syndrome de Prader-Willi, l'hypotonie est-elle permanente? Si le diagnostic est précoce, existe-t-il un traitement précoce? Donc, c'est la rééducation. Hmm? C'est la rééducation psychomotrice, la rééducation motrice.
Ouais, d'accord. Mais après, donc, dans la série, ils sont vraiment très hypotoniques à la naissance, quand ils sont nourrissants. Mais durant la petite enfance, on constate une régression de l'hypotonie. Ouais, Et comme il a dit professeur Servet, plus on est obèse, plus on est mou. Donc, quand on instaure une rééducation motrice, une rééducation nutritionnelle, donc l'hypotonie régresse. parfait. Une question, je pense pour toi, Laurent. Quelles sont les avancées thérapeutiques concernant la myopathie de Becker? Il n'y en a pas. On est encore dans des essais de phase 1, mais sans vraiment de gros rationnels. Et pour le moment, c'est standard de soins. Très bien. Alors, finalement, si on peut te dire, Nisrine, voilà, il y a le professeur Laurent Servet qui nous a fait l'aspect clinique. Lui, il est belge, il travaille à Londres. Et toi, tu as exposé la génétique, l'aspect génétique. Quelles sont les possibilités au Maroc d'exploration? Quelles sont les possibilités? Parce que les collègues, ils vont se poser des questions sur les possibilités au Maroc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour une Donc, hypothèse pour génétique? l'hypotonie centrale, on a le test, par exemple, le karyotype se fait dans tous les laboratoires de génétique au Maroc. L'hybridation in situ en fluorescence également. Ouais. Pour l'étude de l'amyotrophie spinale infantile, la recherche de la microdélétion, elle se fait également dans tous les services, d'accord? Ouais. Dans tous les services du Maroc. Donc là, je parle de l'hypotonie du nourrisson, parce que j'ai des gens qui ont parlé de la myopathie Duchenne et Becker. Là, c'est à partir de l'âge 4-5 ans, c'est durant la petite enfance, sauf quelques rares cas précoces chez le nourrisson. Là aussi, le test, il se fait. Donc là, on attend, par exemple, on attend d'avoir un NGS au service pour pouvoir développer autre chose. Donc, pour le RET, on est en train de développer le séquençage de la mutation, de certaines mutations récurrentes. Pour le Prader-Willi, on fait l'étude par fiche et on est en train de développer la méthyle PCR. Et là, en fonction des Ça se coupe. Ouais. Ouais. pathologies, donc là, on processe Ouais. Ça se coupe, Nisrine. et maintenant, test en fonction de la demande qu'on a. Je partage avec mon portable. Là, je vais partager la. Est-ce que vous m'entendez maintenant, non? Si, on Oui ou entend non? très bien maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, Oui. impeccable. Donc, je vous ai dit D'accord. Le karyotype, l'hybridation in situ en fluorescence, l'étude du gène SMN1, ça se fait dans la plupart des services de génétique au Maroc. Donc, d'autres techniques, on les développe en fonction de la demande. Si je reçois un seul cas tous les 3-4 ans, ce n'est pas rentable pour le laboratoire. D'accord. Mais si, par exemple, je vois que j'ai un cas, ne serait-ce que par mois, d'une pathologie, on développe le test au fur et à mesure. Ouais. Et pour les myopathies congénitales, on essaye d'avoir, donc on a des demandes pour l'appareil, le NGS, pour pouvoir développer l'étude moléculaire, parce que je sais parfois on a des problèmes pour l'immunohistochimie, pour s'orienter vers telle ou telle myopathie. Donc là, on aimerait bien faire le panel de gènes pour certaines myopathies congénitales. Alors, pour compléter l'aspect génétique, il y a notre maître et ami, c'est la Yashi Chbraoui qui nous a écoutés, que nous saluons. D'accord. Salut. Il a beaucoup fait pour la biochimie et développer le dépistage de maladies métaboliques au Maroc. Il nous dit qu'il faut équiper les laboratoires métaboliques par la spectre de masse pour faire un vrai programme. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si je vous donne, ce sont les questions que j'avais. Si je vous donne chacun rapidement la parole, quels sont les mots-clés, les messages clés qu'il faut faire passer aujourd'hui à nos collègues qui nous entendent, qui étaient plus de 230 aujourd'hui. À toi, Laurent Servet. Pour moi, ça tient en 3 mots. La clinique et la clinique.
Là, non, non, j'ai beaucoup aimé parce que mes collègues marocains et maghrébins et même, de le reste de l'Afrique qui nous écoutent, ils croient toujours qu'il faut toujours des trucs trop sophistiqués pour faire des diagnostics, mais j'ai beaucoup aimé clinique, voilà. Je partage ça avec toi, Laurent. Et donc, parce qu'en fait, moi, quand j'étais un bébé docteur, on avait beaucoup de patients qui n'avaient pas de diagnostic. Et aujourd'hui, on a beaucoup de patients qui ont un faux diagnostic. Ouais, Je pense qu'il vaut mieux ne pas avoir de diagnostic qu'avoir un faux diagnostic. ouais. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez habiter n'importe où dans le monde et avoir un exome pour 300 ou 400 euros. C'est Ouais, facile. Il y a des tas de sociétés privées qui peuvent vous sortir votre exome. Ouais. Mais si vous n'avez pas l'analyse clinique derrière et que vous n'avez pas d'hypothèse clinique, vous courez un risque important de vous retrouver avec un faux diagnostic. Et ça, c'est bien plus embêtant que de ne pas avoir de diagnostic parce que ça clôt le débat et ça vous engage dans des mauvaises pistes. Donc moi, je pense que vraiment la première chose, c'est vraiment de prendre le temps d'apprendre à examiner ses patients et à raconter l'histoire. Alors, comme d'habitude, hein, à l'issue de talks comme ça, il y a des tas, ah, qu'est-ce que vous pensez d'un patient qui a 3 ans, qui machin, etc. Et en fait, c'est amusant de jouer le jeu, d'essayer de se poser des questions. Mais en vrai, on sait très bien que si on veut essayer de résoudre l'histoire, on a vraiment besoin d'une histoire clinique poussée. Quand ça a commencé? Est-ce que ça a vraiment commencé de manière aiguë? Est-ce que ça a commencé de manière brutale? Est-ce que c'est d'abord moteur et ensuite central, ou d'abord central et ensuite moteur? Et c'est toutes ces petites questions-là qui permettent, comme dans une enquête policière, de traquer le coupable et de ne plus avoir que 2 ou 3 coupables et puis de tirer à coup sûr. Et vraiment, moi, c'est quelque chose auquel je vous encourage parce que je pense qu'on a la possibilité, avec les collègues, où qu'ils soient dans le monde, maintenant, avec l'exome, mais aussi avec Zoom, avec Teams, avec tous les moyens, de faire à peu près la même médecine partout dans le monde, à part les produits super chers et pour le reste, je pense qu'on peut faire à peu près la même médecine partout dans le monde en termes de diagnostic et puis en termes de prise en charge. C'est faisable aussi. Nous, on a des tas de patients qui viennent de partout dans le monde et qui sont suivis à Liège, qui viennent une fois par an, une fois par 2 ans, quand on fait des diagnostics, des suivis remote. Mais ce n'est faisable et ce n'est possible qu'en partant de la clinique et en continuant à suivre correctement son patient. Et donc, moi, je suis passionné par les tests génétiques, par l'analyse, par la thérapie génique et par les thérapies innovantes. Mais en vrai, plus j'avance, plus je me rends compte qu'en fait, le frein principal à l'amélioration des soins pour les patients, c'est la qualité de la prise en charge clinique et du diagnostic clinique. Le reste, c'est facile. Merci beaucoup, Laurent. Nesrine, à toi la parole. Je rejoins professeur Servet sur ce point-là. Les avancées technologiques ne vont jamais remplacer l'expertise clinique. Donc, toujours, rien qu'avec l'anamnèse, un bon examen clinique, donc on va s'orienter vers tel ou tel diagnostic. On a plein de cas, donc plein de syndromes qu'on a diagnostiqués sans avoir fait de test génétique. Parfois, on n'a pas besoin d'aucun test pour déterminer telle ou telle étiologie. Devant une hypotonie centrale, donc toujours chercher est-ce qu'il y a une dysmorphie. Donc, est-ce que c'est syndromique? Donc là, si c'est un syndrome, en fonction du syndrome qu'on va retrouver, on va s'orienter vers tel ou tel test génétique. Ou si on n'y a pas de syndrome, donc il faut faire une imagerie cérébrale pour voir est-ce qu'il y a une anomalie du système nerveux central. De même, si l'hypotonie centrale est associée à une atteinte multisystémique, là, il faut penser aux erreurs innées du métabolisme. Et toujours dans l'anamnèse, toujours chercher l'intervalle libre. Parfois, il y a des patients qui sont référés au service de génétique après avoir pris le rendez-vous et tout. Donc, on pouvait faire des diagnostics précédemment. Il y a certaines pathologies métaboliques qui ont un traitement, qui ont un régime diététique. Et parce que durant l'anamnèse, on n'a pas demandé est-ce qu'il y avait un intervalle libre avant l'installation des symptômes. Donc, il y a une errance diagnostique, il y a un retard du diagnostic.
et devant une hypotonie périphérique, vu le taux de consanguinité au Maroc, vu le taux d'hétérozygosie pour la délétion de l'exon 7 du gène SMN1 au Maroc, il faut penser à une amyotrophie spinale infantile, surtout quand c'est une hypotonie axiale associée à un enfant qui est éveillé, le regard de l'enfant qui est l'enfant qui présente une amyotrophie spinale infantile. Je pense que c'est tout. Oui, toujours Laurent qui nous a inculqué aujourd'hui qu'il faut regarder le bébé. Hein? D'accord. Je dis bien le bébé. Hein? Ah ben, un grand merci à mes deux experts, mes deux orateurs. Je pense que vraiment, les collègues aujourd'hui, ils ont beaucoup apprécié les deux présentations. Je pense on vient de connaître Laurent Servier avec qui, je pense, Inch'Allah, nous ferons d'autres rencontres, d'autres réunions de travail, de collaboration. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut échanger entre nous. D'accord? Et donc, un grand merci à vous. Un grand merci à Roche qui nous a réunis aujourd'hui pour travailler ensemble. Et un grand merci à tous les collègues qui nous ont honorés par leur présence. Ils étaient plus de 240 aujourd'hui. D'accord, un grand merci et j'espère que vous avez appris quelque chose avec mes deux experts. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. 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 Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.